Bonjour à toutes et à tous. Les derniers, là, placez-vous s'il vous plaît, comme ça on va pouvoir, si vous voulez bien, commencer. Alors vous êtes dans le cadre d'un cycle de conférences sur, en définitive, une nouvelle approche de ce que l'on peut appeler la santé. Il est évident que pour des médecins, la santé peut apparaître comme synonyme de combattre les pathologies, bien entendu, quoiqu'il y a aussi la santé publique et la prévention, et on vous en parlera de plus en plus. Mais ce que nous avons pensé ici avec le doyen, c'est plus particulièrement élargir ce concept de santé, on l'appelle One Health, une seule santé, et nous l'avons accolé à une autre vision que dans l'éthique nous développons beaucoup, qui s'appelle tout simplement Global Health, c'est-à-dire comment on est amené à envisager de manière globale les personnes, y compris dans leur environnement. Et pour cela, tout ceci est lié en grande partie à la Covid, que vous avez vécu comme nous-mêmes. Et ce concept de One Health, qui date de plusieurs décennies, a été mis bien sûr en actualité avec la Covid, et qui montre comment un certain nombre de virus peuvent être amenés à complètement désorganiser la société, jusqu'à amener des réflexions sur nos principes démocratiques. Donc vous voyez déjà là, de la manière dont je présente un peu la Covid, jusqu'à ces patients qui, non pas les patients, les familles de patients qui sont décédés, qui n'ont pas pu aller jusqu'au dernier moment avec leur famille, en quelque sorte. Et vous savez même actuellement qu'un décret vient d'obliger désormais qu'il y ait possibilité que les familles viennent justement faire leurs derniers hommages aux patients quand ils ont été décédés, d'autant plus dans une ambiance telle que c'était à cette époque-là, où la peur, le doute, l'imprécision scientifique, quelquefois, étaient des éléments qui pouvaient poser problème, et avec une inondation au niveau de la télévision de scientifiques, je mets entre guillemets scientifiques, de beaucoup de personnes qui venaient donner leur avis et qui ont montré comme quoi les fausses nouvelles pouvaient être véhiculées par les scientifiques eux-mêmes quelquefois, qui pouvaient parler en dehors de leur discipline. Or, justement, dans ce cycle, nous sommes amenés à faire travailler ensemble, et c'est le cas aujourd'hui, des différents métiers qui ont rapport avec le thème. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'alimentation, et les deux personnes plus particulièrement que nous avons fait venir sont la première, le professeur Dalila Azout Marnich, qui est à côté de moi, qui se trouve être professeur à l'AgroParisTech. Vous voyez comme quoi la faculté de médecine est heureuse de la recevoir. Merci beaucoup, surtout qu'elle vient avec son patron. Donc c'est extraordinaire, accompagnée. J'espère que plus tard, Cortot fera pareil avec moi. Il me traînera un peu avec lui lorsqu'il fera des interventions. Le deuxième, vous le connaissez beaucoup mieux, puisqu'il fait partie de la faculté de médecine de l'UVSQ, c'est Pascal Crène, ici présent. Donc déjà, c'est un plaisir. Et quelle est la question ? La question, en définitive, c'est l'alimentation. En quoi l'alimentation nous fait réfléchir sur ce concept de santé et de prise en charge globale des personnes. Donc voilà comment nous allons en premier écouter notre collègue de agronome donc, et comment ensuite nous écouterons notre collègue professeur de médecine en nutrition, et qui vont nous amener à pouvoir poser des questions. Comme vous le savez, tout ceci est enregistré. Il y a possibilité de poser des questions à la fin des différentes interventions.
Nous sommes enregistrés en vidéo. Les vidéos peuvent être reprises, peuvent être revisionnées. C'est ainsi que nous en avons une qui a été faite à la fin de l'année dernière, qui est déjà à 5000 visions. Donc tout ceci pour vous dire que nous-mêmes avons été étonnés, mais le sujet impacte énormément, car c'est le sujet de la santé en fonction de l'environnement. Et c'est ce que nous allons essayer d'aborder de nouveau aujourd'hui. Dalila, ça va ? Oui, parfait. Merci. Vous êtes accueillie par la faculté de médecine de l'UVSQ, donc, et par l'hôpital Foch. Et donc, bienvenue, nous allons vous écouter. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de m'avoir invité à faire cette conférence. Donc, il va porter sur la nutrition humaine. Donc, je vais vous parler de... Alors, je ne sais pas si on voit mon diaporama. Voilà. Donc, je vais vous parler des besoins nutritionnels et des recommandations d'apport, et avec un focus sur les sucres, parce que les préoccupations récentes portent sur la qualité des glucides et plus particulièrement sur les sucres. Donc, comme le professeur Hervé vous l'a dit, je suis professeur à AgroParisTech en nutrition humaine et j'exerce mes recherches au niveau de l'UMR AgroParisTech INRAE, physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire. Alors évidemment, tout commence par la digestion. On ingère des aliments, on les digère, donc ils vont subir une simplification moléculaire, ce qui va permettre de libérer les nutriments. Les nutriments vont alors être absorbés, et parmi ces nutriments, on a des nutriments qui vont nous servir pour couvrir nos besoins énergétiques, et ce sont principalement les glucides et les lipides, pas tous les lipides, principalement les acides gras saturés. On a des nutriments qui vont nous servir à bâtir, à construire les molécules fonctionnelles de notre organisme. Donc ce sont les acides aminés qui sont issus des protéines, mais aussi les acides gras indispensables. Et tout mécanisme de synthèse nécessite de l'énergie. Les voies anaboliques nécessitent un apport d'énergie qui sont couverts par les nutriments énergétiques. La digestion va aussi apporter, donc l'alimentation va aussi apporter des nutriments qui n'ont pas de valeur énergétique, ce sont les minéraux et les vitamines, et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Donc parmi ces nutriments, donc certains, le corps humain est capable de les fabriquer, de les synthétiser, mais d'autres non. Et dans ces cas-là, ce sont les nutriments indispensables qui doivent être apportés par l'alimentation. Ces nutriments indispensables, eh bien, c'est certains acides aminés, comme la lysine, il y en a 9. Il y a 9 acides aminés, mais c'est aussi les précurseurs des oméga 3 et un oméga 3 qui est plus long, le DHA. Donc, en fonction de la quantité dont l'organisme humain a besoin, ces nutriments sont aussi classés en macronutriments lorsque l'apport nécessaire pour couvrir nos besoins est supérieur à 50 grammes. Ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Ou en micronutriments, quand il s'agit des minéraux et des vitamines. Et là, c'est plutôt des quantités de l'ordre du milligramme ou du microgramme. Un autre concept important en nutrition humaine, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, mise en évidence par Claude Bernard, grand physiologiste français, qui veut dire quoi en fait ? Qui veut dire que toute variation extérieure va se traduire à l'intérieur de notre organisme par des variations infimes. Si l'on prend l'exemple du glucose, on est à jeun le matin, donc on n'ingère rien, zéro apport de glucose. On mange un repas riche en glucides, eh bien un apport important en glucose, eh bien dans notre organisme, la glycémie va varier, va rester dans les limites physiologiques, quelles que soient les conditions nutritionnelles. Donc va varier entre 0,8 et 1,26 grammes par litre. Concrètement, notre organisme, face à ces contraintes environnementales, là d'ordre nutritionnel, va finalement mettre en place une réorganisation fonctionnelle par un remodelage phénotypique cellulaire qui consiste en quoi ?
en la mise en place de régulation métabolique. Les nutriments par eux-mêmes vont signaler à l'organisme, aux cellules, leur présence et moduler en retour les orientations métaboliques à très court terme par des mécanismes de l'ordre de la seconde, de la minute, mais aussi à plus long terme par des mécanismes qui touchent à la régulation de l'expression des gènes. À plus long terme, ça veut dire, pour certains gènes, 30 minutes, hein, c'est assez rapide. Et les nutriments vont aussi agir par des hormones, par le biais des hormones ou neuromédiateurs, et vont moduler également par ce biais-là ces voies métaboliques qui vont permettre à notre organisme ce remodelage phénotypique et permettre donc notre adaptation. Cependant, dans certains cas, lorsque ces situations se répètent, eh bien, ces situations vont induire une souffrance cellulaire, et cette souffrance cellulaire peut, de façon irréversible, amener vers la mise en place de mécanismes physiopathologiques qui sont donc irréversibles. Pour nous, nutritionnistes, ce qui est important, c'est de détecter ce stade qui est encore réversible entre remodelage phénotypique et souffrance cellulaire pour éviter la dérive vers les situations pathologiques. Donc finalement, l'état de santé d'un individu est conditionné donc par l'environnement, son environnement alimentaire, bon évidemment accompagné ou pas de sédentarité ou d'activité physique. Donc ces facteurs qui peuvent être aggravants ou préventifs et qui dépendent de nos modes de vie et d'alimentation et qui vont constituer cet environnement à risque. Mais il est également en fonction, l'état de santé des individus est également en fonction des facteurs de prédisposition. On n'est pas tous égaux. Et on a des terrains génétiques qui sont différents, ou des terrains épigénétiques, qui vont prédisposer finalement à développer certaines sensibilités qui peuvent dériver vers des états pathologiques. Et il s'agit donc de définir ces individus à risque ou ces profils à risque. Donc, pour vous illustrer mes propos, j'ai choisi de vous parler de l'importance de la qualité des glucides en alimentation humaine, et particulièrement les sucres. Alors pourquoi ? Parce que donc j'ai fait partie du groupe ANSES qui a participé à mettre en place les dernières recommandations sur les sucres. Et donc ces recommandations datent de 2016. Et ce qu'il y a de nouveau sur les glucides, eh bien, par rapport aux recommandations de 2001, c'est que la qualité des glucides est prise en compte. Donc là, l'apport en glucides totaux finalement recommandé doit être compris entre 40 et 55% de l'apport énergétique total, mais surtout une limite supérieure de sécurité en sucre. Et vous voyez que j'utilise le terme de sucre au pluriel et de sucre totaux et de 100 grammes par jour. Alors pourquoi en France on a choisi de poser cette limite de 100 grammes par jour et finalement par rapport aux autres pays où on se situe, pardon. Donc tout a commencé finalement en 2015. L'OMS en 2015 a recommandé de limiter les apports en sucre à 10% de l'apport énergétique total et recommande d'aller au-delà en le diminuant à 5% de l'apport énergétique total. Alors en quantité, ça représente quoi ? Si on considère un apport énergétique total journalier pour un homme de 2600 kilocalories par jour, qui sont les recommandations pour une activité physique modérée, eh bien cette quantité à 10% représente 65 grammes par jour, et pour 5%, c'est 32 grammes par jour. Donc vous voyez que c'est très faible. Donc à partir de cette recommandation de 2015, eh bien on s'est posé la question sur l'effet des sucres, d'où le groupe d'expertise ANSES qui a été mis en place pour réfléchir à cette question. Alors, où on en est dans les autres pays ? Eh bien, pour l'instant, dans certains pays, il n'y a pas de recommandation. Dans d'autres, eh bien, on est à 10%
de l'apport énergétique total. Et dernièrement, l'EFSA, en 2022, a rendu son apport en disant que finalement l'apport en sucre doit être aussi faible que possible, mais sans donner de limite supérieure. Et là, j'ai repris un extrait des recommandations publiées par l'EFSA, où l'EFSA considère qu'il n'y a pas assez d'évidence dans la littérature scientifique pour permettre de donner un chiffre, de fixer une limite supérieure d'apport en sucre. À l'ANSES, on a choisi de poser cette limite de 100 grammes par jour, et je vous expliquerai pourquoi. À droite de ce tableau, vous pouvez voir différentes terminologies. Sucre ajouté, sucre libre et sucre totaux. À quoi ça correspond et pourquoi cette terminologie dans les recommandations? Alors, sucre ajouté, eh bien, c'est les sucres ajoutés dans les process de fabrication d'aliments, et y compris les jus concentrés de fruits, le miel ou la mélasse. Les sucres libres utilisés par l'OMS, eh bien, c'est les sucres ajoutés lors du processus de fabrication, mais également toutes les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Et les sucres totaux pour l'ANSES, eh bien, c'est les sucres ajoutés plus les sucres naturellement présents dans les aliments. Alors pourquoi on a choisi d'exprimer la recommandation en sucres totaux? C'est qu'il est très difficile sur un produit alimentaire de pouvoir dissocier les sucres naturellement présents de ceux qui sont rajoutés, d'où notre choix de l'exprimer en sucres totaux. Alors, le ou les sucres, qu'est-ce que c'est? Où on les retrouve? Eh bien, les sucres, c'est le fructose, le glucose et le saccharose. Le saccharose est un disaccharide constitué d'une molécule de glucose et de fructose, et on les retrouve également sous forme libre, donc sous forme libre de monosaccharides, fructose ou glucose. Ces sucres, on les retrouve à l'état naturellement présent dans les fruits, dans le sucre en morceaux, c'est le saccharose, dans le miel, mais aussi dans ce qu'on appelle les high fructose corn syrup, qui sont en fait issus de l'amidon, et qui contiennent en général 55% de fructose. Donc c'est un peu comme du saccharose. Le saccharose, c'est 50% de fructose et 50% de glucose. Eh bien, ces sucres, on les retrouve dans toutes les boissons sucrées, et dans tous les produits, dans toutes les pâtisseries, gâteaux, etc. Alors pourquoi ces sucres intéressent l'industrie agroalimentaire? Eh bien parce qu'ils ont un pouvoir sucrant. Et c'est particulièrement le cas pour le fructose. Donc là, vous avez dans ce tableau indiqué le pouvoir sucrant des différents sucres. Le saccharose est à 1. Vous voyez, le glucose n'a pas de pouvoir sucrant supérieur. Il est à 0,75. Par contre, ce qui est très intéressant pour l'industrie agroalimentaire, c'est que le fructose a un pouvoir sucrant supérieur. Il est de 1,7. Donc, un intérêt particulier pour le fructose dans l'industrie agroalimentaire. Bon, et que deviennent ces sucres dans notre organisme? Eh bien, les deux, le glucose et les fructoses, sont des nutriments. Donc, ils sont absorbés au niveau de la bordure en brosse par des transporteurs spécifiques. Le glucose est transporté par le SGLT1 et le fructose par le GLUT5. Et sur la bordure basolatérale, eh bien, le GLUT2, qui est un transporteur très particulier de glucose. Il est exprimé dans tous les tissus régulateurs. Il a une cinétique particulière. En gros, il va exporter ou importer autant de glucose qu'il y en a. Il n'est pas saturé pour des concentrations élevées en glucose. Et donc le GLUT5 va transporter le fructose dans la circulation sanguine. Donc les deux sont des nutriments. Alors, le glucose alimentaire, vous le connaissez. Je vais faire un rappel extrêmement rapide de ce qu'il va provoquer dans l'organisme, mais je m'y attarderai pas. Donc, il va provoquer, lorsqu'il est ingéré en grande quantité, et plus il est ingéré en grande quantité, plus il va provoquer ces mécanismes. Donc, il va induire la sécrétion d'insuline. Les deux vont activer au niveau des tissus périphériques le catabolisme du glucose. Il y a beaucoup de glucose, donc toutes les cellules, tous les tissus vont participer
à faire baisser la glycémie, pour la maintenir dans des limites physiologiques. Le catabolisme du glucose est activé. Parallèlement, le stockage du glucose est activé sous la forme de glycogène. Là également, on pensait que c'était principalement le glucose et le foie qui stockaient le glycogène, mais finalement, on retrouve le glycogène dans beaucoup de tissus. Et si on ingère trop de glucose, eh bien, le glucose et l'insuline vont activer la conversion du glucose en lipides à travers la voie de la lipogénèse, en acides gras dans le foie qui seront ensuite stockés dans le tissu adipeux. Eh bien, le fructose, de la même manière que le glucose, donc le voici ici, vous avez la glycolyse qui est là, le fructose va rejoindre la glycolyse au niveau de la voie des trioses phosphates et donc être converti par la fructolyse en pyruvate qui rejoint ensuite le cycle de Krebs. Donc c'est un nutriment énergétique. Et c'est le nutriment énergétique principal des spermatozoïdes. Donc là, vous avez dans ces images un marquage du GLUT5 qui, je vous le rappelle, est le transporteur spécifique du fructose. On voit bien qu'il est exprimé dans les spermatozoïdes. Et donc là, vous avez donc le marquage des noyaux de ces spermatozoïdes. Ils sont capables, donc en fonction de la concentration en fructose, le fructose, a un effet sur la motilité de ces spermatozoïdes. Et on voit que plus il y a de fructose, et plus la motilité et l'action aérobie du fructose est élevée. Donc le fructose est un substrat énergétique des spermatozoïdes. Mais il est capable aussi d'être utilisé par d'autres organes, comme le foie et comme le cerveau. Donc là, vous avez l'activité de la kétohexokinase, qui est la première enzyme de la voie de la fructolyse. Et l'on voit sur ce graphe qu'en présence de fructose, ici et ici, eh bien, on a une augmentation de l'activité de la kétohexokinase, de son expression ici à droite, exprimée dans le graphe ci-dessous en histogramme. Si on compare l'utilisation du glucose et du fructose en substrat énergétique, on voit certes que dans les différents organes, c'est le glucose qui reste le substrat principal, dans le foie notamment, mais aussi dans le cerveau, mais que le fructose est tout de même utilisé en substrat énergétique. Et là, encore une fois, vous avez un marquage dans le cortex du GLUT5 et de la kétohexokinase, prouvant que l'enzyme et le transporteur de fructose est exprimé au niveau central. Donc le fructose, au même titre que le glucose, est un substrat énergétique. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est quels sont les effets sur la santé de ces différents sucres. Est-ce qu'il y a un effet spécifique ou est-ce que c'est des effets sucre? Alors, il y a différentes études épidémiologiques qui ont porté sur le sujet. J'en ai choisi quelques-unes pour vous montrer cette relation possible entre la santé et la consommation en sucre, à commencer par l'effet de la consommation des sucres sur le poids corporel. Donc, j'ai repris sur cette diapositive les effets sur le poids des différents types de sucres sur une cohorte japonaise, d'hommes japonais. Et qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai entouré en rouge les effets significatifs. Donc cette étude a évalué l'effet des du sucre total, mais des différents types de sucre individuellement. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que les effets significatifs apparaissent pour les sucres libres, pour le fructose et pour le saccharose. Donc un effet sur le poids des sucres libres, du fructose et du saccharose, qui sont liés donc à la prise de poids. Et là, on ne parle pas de relation de causalité, c'est vraiment dans les études épidémiologiques, c'est des relations qui peuvent être mises en évidence. Dans cette seconde étude, donc là on est sur une méta-analyse qui a porté sur 1,5 million d'individus. L'effet des boissons sucrées a été étudié sur l'obésité.
Dans la première partie des résultats, c'est la comparaison entre consommation faible et consommation modérée de boissons sucrées. Et dans la seconde partie, c'est l'effet des fortes consommations en boissons sucrées par rapport à pas de consommation du tout en boissons sucrées. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation du risque d'obésité sous l'effet de la consommation des boissons sucrées, que ce soit les boissons, lorsqu'on compare une consommation modérée par rapport à faible ou forte par rapport à pas de consommation. Donc la consommation en boissons sucrées est associée à l'obésité. Concernant, toujours dans cette même méta-analyse, sur l'effet sur le diabète de type 2, là également, dans cette méta-analyse, ils observent une augmentation du risque de développer un diabète de type 2 qui est associé à la consommation de boissons sucrées. Une autre évidence que l'on retrouve dans les études épidémiologiques, c'est le lien entre l'accumulation de lipides hépatiques et la consommation de sucre. Donc là, vous pouvez voir, je vous ai entouré là également l'effet significatif que la consommation de boissons sucrées est associée à un effet, une augmentation significative du risque d'accumulation de lipides au niveau du foie. Cette association apparaît également dans d'autres études et est liée également à la consommation en fructose et au développement de la stéatose hépatique. Dans cette étude qui porte sur 427 sujets, l'on peut voir également que lorsque les boissons sucrées, la consommation en boissons sucrées augmente, eh bien, le risque de stéatose hépatique augmente. Mais également l'aggravation de la stéatose hépatique, donc la fibrose, l'effet significatif, donc augmente, est mis en évidence lorsque le nombre de boissons sucrées est supérieur à 7. Donc la forte consommation de fructose est associée à la stéatose hépatique. Enfin, le dernier effet qui apparaît dans les études épidémiologiques, c'est la relation entre la consommation en fructose et la goutte, et le risque de développer la goutte. Et là également, dans cette méta-analyse, même si le nombre d'études est faible, vous voyez, il n'y a que 2 études, elle porte quand même sur 125 300 participants. On voit une augmentation du risque de goutte qui est liée à la consommation de fructose. Une deuxième étude révèle également cette association, une augmentation du risque de goutte. Là, vous avez 4 études transversales et 2 études de cohorte qui sont associées, qui ont été étudiées dans cette méta-analyse, et une augmentation des concentrations en acide urique. Donc, pour récapituler, quelles sont les évidences là que l'on a à travers les études épidémiologiques? Eh bien, on sait que les sucres, dont le fructose est un substrat énergétique, on a vu qu'il augmentait, qu'il était associé à une augmentation du poids corporel, qu'on avait une augmentation des concentrations plasmatiques en acide urique, et qu'on avait une association avec l'augmentation du risque de diabète et de stéatose hépatique, notamment pour le fructose. On va essayer de comprendre comment, pourquoi ces mécanismes se mettent en place. Alors, tout d'abord, quel est le lien possible entre la consommation de sucre et de fructose sur le poids corporel? Est-ce qu'il y a un effet de ces sucres sur la consommation énergétique? Bien, de façon tout à fait intéressante, de nombreuses études ont porté sur la forme d'apport de l'énergie et les effets sur la consommation énergétique. Donc, dans cette étude sur des adultes sains, sur une population saine, les paramètres du comportement alimentaire ont été étudiés. Vous avez entrée plein
la forme liquide d'apport en énergie par rapport à cette ligne en pointillé où l'énergie est apportée de façon solide. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ces deux graphes, sur ces deux paramètres du comportement alimentaire? Donc la sensation de faim et comment je l'ai peut-être mal traduit, pensée à propos de l'alimentation ou préoccupation alimentaire. Eh bien, on peut voir que lorsque l'énergie est consommée sous la forme liquide, l'organisme perçoit moins l'arrivée de cette énergie et finalement, on a plus faim et on est plus préoccupé par l'alimentation. Une seconde étude, mais là c'est des extraits, c'est des choix que j'ai fait d'études qui illustrent, pour illustrer cet effet de l'apport d'énergie sous forme liquide sur la consommation énergétique. Alors cette étude a étudié les différents types de sucre et les conséquences de la forme d'ingestion de boissons sucrées sur la prise énergétique conséquente au repas suivant. Vous prenez une boisson sucrée, et bien normalement, vous devriez manger moins au repas suivant si l'organisme perçoit l'arrivée de cette énergie. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les études? Donc là, vous avez le témoin avec de l'aspartame. En grisé, c'est l'apport en énergie à travers le repas solide, et en blanc, l'apport énergétique apporté par les boissons sucrées. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand c'est de l'aspartame, quand c'est des édulcorants, évidemment, l'énergie apportée par les boissons sucrées est infime, ne se rajoute pas à l'énergie totale ingérée. Par contre, lorsqu'on consomme une boisson sucrée à base de glucose ou de fructose, là en rouge, eh bien, on ne va pas diminuer la part d'énergie apportée par l'alimentation, et au contraire, l'énergie apportée par les boissons va se rajouter à l'apport énergétique total. Donc notre organisme ne compense pas, et l'apport d'énergie par les boissons sucrées va se rajouter finalement à l'ingérée totale. Est-ce qu'il y a un effet spécifique des sucres? Eh bien non, puisque regardez, le glucose, que ce soit des boissons sucrées avec du glucose ou avec du fructose, on a exactement le même effet. Et pareil, lorsqu'il s'agit des high fructose corn syrup, même effet que le fructose. Donc, il semblerait que les sucres entraîneraient, au moins par ce biais, une augmentation du poids corporel, parce que finalement, il provoque une augmentation de l'ingérée énergétique et pas de compensation en termes de diminution de l'ingérée sous forme solide, et que la forme d'apport de ces sucres est déterminante. Ce n'est pas un effet seulement sucre, c'est un effet forme d'apport. Est-ce qu'il y a, la seconde question qu'on peut se poser, puisqu'on a vu un lien avec le diabète, une augmentation de risque de diabète, est-ce qu'il y a un effet du fructose, notamment sur la résistance à l'insuline et sur l'insulinémie, la sécrétion d'insuline? Eh bien, les évidences que l'on a à travers les données de la littérature scientifique ne semblent pas le montrer, puisque vous voyez sur ce premier graphe en vert les effets du glucose. On le sait bien, le glucose va entraîner une augmentation de la glycémie et une augmentation conséquente de l'insulinémie. En rouge, vous voyez l'effet du fructose. Eh bien, pas d'effet sur la glycémie et pas plus d'effet que le glucose sur l'insulinémie. Donc, il n'y a pas d'effet direct du fructose sur l'insulinémie. Est-ce qu'il y a un effet, la seconde question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un effet spécifique du fructose sur l'insulinorésistance? Là, vous avez l'indice SOMA qui est largement utilisé pour évaluer l'impact sur la résistance à l'insuline. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, aucun effet ici du fructose ou des sirops riches en fructose. Par contre, on a un effet du glucose qui est significatif sur l'insulinémie et sur la résistance à l'insuline, sur l'indice SOMA. Donc, par rapport à cette question, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, le fructose par lui-même ne semble pas provoquer directement une stimulation de la sécrétion d'insuline, ni une résistance à l'insuline, du moins à court terme.
Les études épidémiologiques ont ensuite montré qu'il y avait un effet du fructose sur l'accumulation des lipides dans le foie. Alors, je vous rappelle que le fructose est métabolisé par la voie de la fructolyse qui rejoint donc le pyruvate, le cycle de Krebs, et évidemment donc va rejoindre la lipogénèse au même titre que le glucose. C'est-à-dire, donc, le glucose, lorsqu'il est métabolisé à travers la glycolyse, donc fournit le pyruvate, est converti en acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA va être pris en charge par le cycle de Krebs, mais lorsqu'il y en a trop, le citrate s'accumule et va régénérer dans le cytosol de l'acétyl-CoA, qui va être transformé là par la lipogénèse en acyl-CoA. Tout ça est régulé par l'insuline et par le glucose, et on sait par quel mécanisme. Ce sont des mécanismes à court terme, phosphorylation, déphosphorylation, translocation cellulaire, mais aussi des mécanismes à long terme. Eh bien, que fait le fructose sur ces voies? Eh bien, de façon tout à fait intéressante... Ah, mon ordinateur, voilà. Le fructose va d'abord stimuler l'utilisation du glucose dans ses voies métaboliques. Là, vous avez l'effet sur la première enzyme de la glycolyse, qui est la glucokinase, qui à l'état basal est piégée dans le noyau. À faible concentration de glucose, on est à 5 millimolaires, ce qui correspond à 1 gramme par litre. Donc, et vous voyez là le marquage en blanc de la glucokinase qui est piégée dans le noyau. Eh bien, lorsque le glucose augmente et en présence du fructose, qu'est-ce qu'on voit? La glucokinase n'est plus dans le noyau, elle transloque dans le cytosol. Et le fructose est responsable de cet effet. Parce que dans le noyau, la glucokinase est piégée par une protéine qui est liée au fructose 6-phosphate. En présence de fructose, eh bien, la GKRP, donc la glucokinase regulated protein, va lier le fructose à un phosphate, il va y avoir un changement de conformation, libérer la glucokinase qui va être active sous cette forme et aller dans le noyau, donc stimulation de la première étape de la glycolyse. Par ailleurs, on sait que les enzymes de la lipogénèse sont régulées principalement au niveau transcriptionnel. Et on sait comment le glucose directement va cibler un facteur de transcription qui s'appelle SHREP pour Carbohydrate Response Element Binding Protein. Et ce facteur de transcription, l'état basal, est sous forme phosphorylée. Le glucose lui-même va activer des protéines phosphatases de type 2, déphosphoryler un premier site, puis un second site, ce qui va permettre au facteur de transcription de se lier à ces éléments cibles sur ces gènes cibles. Par ailleurs, l'insuline va activer une voie de transduction, puisque l'insuline agit par des voies de transduction, de signalisation. Et là, la voie qui nous intéresse est la voie de la phosphatidyl'inositol 3-phosphate. Et va cibler un facteur de transcription qui s'appelle SREBP1C pour Serol Regulatory Element Binding Protein. Ce facteur de transcription, l'état basal, est piégé dans le réticulum endoplasmique et c'est des clivages protéolytiques qui vont l'activer. Donc premier clivage protéolytique, puis second, libération du facteur de transcription qui va dans le noyau se lier à ces éléments de réponse. Eh bien, les deux gènes de la lipogénèse sont régulés de cette manière et nécessitent ces deux facteurs de transcription. Eh bien, le fructose active les deux facteurs de transcription. Donc, on voit là l'effet du fructose sur SREBP1C et on voit que le fructose est capable d'induire le xylulose. Et voilà, ma diapositive revient. Donc, pour terminer sur cette diapositive, donc vous pouvez voir que finalement, le fructose, au même titre que le glucose, active la lipogénèse. Donc, pour récapituler, le fructose donc, va activer d'une part l'utilisation du glucose dans la voie de la glycolyse, au niveau de la première étape, de la dernière étape et de la lipogénèse.
En plus, le fructose va rejoindre la glycolyse au niveau des triose-phosphates en court-circuitant les premières étapes de régulation, ce qui implique que le fructose va pouvoir directement augmenter les concentrations de pyruvate, induire l'accumulation en citrate et donc provoquer davantage de synthèse d'acides gras. Donc le glucose et l'insuline, donc on l'a vu, stimule la lipogénèse, le fructose stimule l'utilisation du glucose dans la lipogénèse et lui-même stimule directement la lipogénèse. Quel lien ensuite avec la stéatose hépatique? Parce que logiquement, les acides gras sont synthétisés dans le foie, sont ensuite libérés sous la forme de VLDL et vont être stockés dans le tissu adipeux. Eh bien, donc, le fructose va induire une stimulation de la lipogénèse, mais aussi une diminution de la bêta-oxydation. Donc, tout est fait pour que, finalement, les lipides soient synthétisés. Comment? Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui contrôle donc l'oxydation des lipides, c'est la carnitylpalmitoyltransférase 1 qui permet l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Lorsque la synthèse, la lipogénèse est activée, un métabolite qui est le malonyl-CoA va inhiber l'entrée des acides gras dans la mitochondrie et par conséquent, les acides gras ne peuvent plus être oxydés. En outre, le fructose va inhiber la lipoprotéine lipase, empêcher, donc diminuer la clairance des VLDL, ce qui va donc provoquer une accumulation de VLDL dans la circulation et par conséquent gêner l'export et le dépôt des acides gras synthétisés à partir du fructose et du glucose. La conséquence, eh bien, vous la connaissez, dans les premières étapes, c'est l'accumulation de lipides dans le foie qui, lorsqu'elle s'aggrave, aboutit à une NASH, à une fibrose et qui peut aller jusqu'à la cirrhose. Donc il semble clair que le fructose, par une stimulation de la lipogénèse et de la diminution de la bêta-oxydation et de la diminution de la clairance des VLDL, provoque une accumulation de lipides hépatiques. Enfin, quelle relation avec l'acide urique? Eh bien, le fructose va provoquer le métabolisme du fructose est lié à la voie de synthèse de l'acide urique par l'action sur l'AMP des aminases. Donc, il va y avoir une stimulation de l'AMP des aminases. Et là, vous avez quelques exemples. Donc, vous voyez que sous l'effet du fructose, on a une augmentation des concentrations d'acide urique dans les cellules hépatiques, que l'augmentation de l'acide urique et le fructose par lui-même augmente l'activité de l'AMP des aminases. Et alors, quelles conséquences? Eh bien, vous pouvez le voir sur ces photos. Voici une mitochondrie normale et à droite, vous avez une mitochondrie qui a été exposée à l'acide urique. On voit carrément un changement de morphologie de la mitochondrie. Donc, il va y avoir un impact direct du fructose via l'acide urique sur la fonction mitochondriale, avec un effet sur la synthèse par l'acide urique, directement sur la synthèse de triglycérides hépatiques, mais aussi sur la production d'espèces réactives à l'oxygène qui vont, par conséquent, augmenter, encore une fois, la synthèse de triglycérides. Donc, pour conclure sur l'effet du fructose et des sucres, eh bien, donc, on sait que le fructose, comme le glucose, est un substrat énergétique. C'est un substrat énergétique que certaines de nos cellules ont besoin, notamment les spermatozoïdes, qu'il ne semble pas y avoir d'effet direct du fructose sur la glycémie et l'insulinémie, qu'il y a un effet des boissons sucrées qui passe par une diminution de la sensation de satiété à cause de la forme d'apport d'énergie sous la forme liquide, qui va provoquer une augmentation de l'ingéré énergétique et par conséquent une augmentation du poids corporel, et que enfin
finalement, il va y avoir une accumulation de lipides dans le foie, donc une stimulation de la stéatose, une augmentation des concentrations en acide urique et des triglycérides plasmatiques, la plus liée au type de sucre. Donc ce serait le fructose qui serait notamment responsable de ces effets. Donc tout cela vous permet de comprendre cette limite de 100 grammes par jour fixée par l'ANSES, puisque dans les 100 grammes par jour, on a 50 grammes de fructose, c'est un disaccharide. Donc c'est à partir de ces données qu'on a fixé cette limite de 100 grammes, cette limite supérieure de sécurité de 100 grammes par jour. Et d'autre part, la recommandation qui concerne les boissons sucrées, la forme d'apport des sucres, qui doit être inférieure à 1 verre par jour, qui est notamment lié à la prise de poids lorsque l'apport en sucre est sous la forme liquide. Alors, 2 mots rapidement pour terminer mon intervention. Je voudrais faire aussi un focus sur un autre facteur important lié à la qualité des sucres, l'indice glycémique. Mais je pourrais vous en parler davantage lors d'une prochaine intervention. C'est la capacité qu'a un aliment à augmenter la glycémie. Et ce qui est important, pourquoi on a beaucoup parlé de sucre lent et de sucre rapide. Mais en fait, tous les sucres peuvent être rapides. Si l'on prend l'exemple du riz ou de la baguette, le glucose a un indice glycémique de 100, regardez, la baguette a un indice glycémique de 95. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la baguette peut induire une augmentation de la glycémie aussi importante que le glucose. Mais qu'en fait, un même aliment peut avoir des indices glycémiques différents. Le riz basmati, il a 58, alors que, par exemple, les galettes de riz, ici, sont à 82. Donc, cette notion d'indice glycémique qui est largement utilisée en diabétologie, dans la population générale, est aussi intéressante et qu'il est clair qu'il faut recommander la consommation d'aliments à indice glycémique bas. Et enfin, on n'est pas tous égaux face à la prise de poids. Vous avez un exemple ici en expérimentation animale où vous voyez ici une cavité abdominale avec en blanc l'accumulation de lipides, et là à gauche un animal où il y a peu de lipides. Ces deux groupes d'animaux ont été nourris avec un régime riche en glucides qui est un régime de base contrôle pour les rongeurs. Eh bien, on a mis en évidence que finalement ces animaux résistants ici en vert oxydaient moins le glucose issu de l'amidon. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sécrètent moins d'amylase. Donc finalement, on a des mécanismes qui vont faire en sorte que chacun d'entre nous a des capacités différentes et va utiliser les nutriments, notamment les nutriments énergétiques, mais y compris les glucides, de façon différente et les stocker de façon différente. Voilà. Donc, eh bien, vous comprenez, j'espère, que la qualité des glucides est un facteur important à prendre en compte, qu'on n'est pas tous égaux face aux glucides, que le fructose, de par son métabolisme particulier, va entraîner des effets spécifiques, notamment sur les lipides sanguins, que l'apport en calories solides est à privilégier et que finalement, les aliments à faible indice glycémique sont également à favoriser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dalila. Merci. On aura sûrement des questions à proposer ensuite, si vous le voulez bien. Avec plaisir. On va passer directement, si tu veux bien, Pascal, maintenant, à la suite. Pour ceux qui se posent des questions, nous validerons les présences à la fin. Voilà, je vous dis, ce sera en sortant, tout simplement. Tu parles très... Il y a un problème. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Pascal Crène, moi, je suis professeur de médecine, en effet, sur l'UVSQ Paris-Saclay. Je suis aussi hépato-gastro-entérologue. Et donc professeur de nutrition ici. Donc mon intervention va compléter celle la précédente
Elle aura, dans le cadre du One Health, elle aura une visée un peu plus macro, en partie, je dirais, épidémiologique. Alors, je crois que cette diapo, on l'a vu précédemment, hein, elle est issue finalement, en effet, des travaux de Claude Bernard, modélisés sur l'importance en nutrition, en physiologie de la nutrition, de l'homéostasie. Donc là, vous avez un organisme qui est représenté de manière schématique avec le système digestif qui nous intéresse particulièrement en nutrition, alimentation, mais qui est en connexion avec d'autres systèmes importants qui sont le système respiratoire et le système circulatoire. Et l'objectif, en fait, au niveau, je dirais, de la physiologie, avec des perturbations en physiopathologie dans diverses affections, c'est notamment de faire en sorte que le milieu intérieur soit le plus constant possible. Alors, en nutrition, on peut aussi représenter l'organisme comme une mitochondrie géante, en fait. Hein. Et vous savez peut-être qu'on peut faire des explorations fonctionnelles physiologiques en nutrition, et notamment la calorimétrie indirecte, où on fait respirer les gens sous ce qu'on appelle un canopy, et on mesure la consommation d'oxygène et la production de gaz carbonique. Et donc c'est pour ça que je dis que finalement l'organisme, au niveau de la physiologie métabolique, peut être assimilé notamment à une mitochondrie. Alors, dans le cadre du One Health, j'ai trouvé cette étude que je pense extrêmement intéressante, qui est une étude publiée dans une revue scientifique, PNAS, il y a une dizaine d'années, et qui a essayé de voir à la période pré-industrielle, c'est-à-dire avant 1800, donc entre le Moyen-Âge et le début, la fin du XVIIIe siècle, les relations entre un certain nombre de facteurs, je dirais, généraux, environnementaux. Alors là, le changement climatique. Alors, vous savez qu'au Moyen-Âge, on n'était pas au réchauffement climatique, mais il y a eu des périodes de modification climatique qui ont été largement décrites dans la littérature historique. Et donc, en fait, ce que montre cette étude, avec une compilation de données statistiques importantes au niveau de l'ensemble des pays européens, ça a été fait au niveau des données européennes, c'est que les changements climatiques affectaient évidemment la production agricole et la qualité, je dirais, de la production, on ne disait pas à l'époque agroalimentaire, et que, évidemment, en fonction de ça, c'est un facteur intervenant dans l'éventualité de disette ou de famine, de migration de population, de perturbations sociales, de guerre, d'épidémies, et notamment en plague, c'est la peste. Hein, et donc, évidemment, un impact, là, on est vraiment dans le One Health, One Health en pré-industriel, sur la taille de la population. Alors en 2023, le collège et le CNU de nutrition a rédigé à l'attention des autorités sanitaires, universitaires et autres politiques un livre blanc de la nutrition en santé humaine, alors que vous ne trouverez pas sur Internet parce qu'il n'a pas été diffusé sur Internet, mais j'ai participé à la rédaction de ce livre blanc. Et donc, je vous ai mis ici en exergue un certain nombre des phrases de ce livre blanc qui nous dit bien que des modifications de l'environnement et des conditions de vie des espèces animales, notamment, ont un impact sur la santé humaine et sur la qualité de l'alimentation. Et c'est notamment ce qu'on voit par l'intermédiaire des concepts d'exposome. Alors, vous pouvez lire Rémi Slama, qui a été pendant un an titulaire de la chaire annuelle de santé publique au niveau du Collège de France, le mal du dehors. Également le concept d'environnementalome, développé notamment par un épidémiologiste et statisticien bien connu de Paris-Sorbonne, qui est M. Valeron.
Et donc, alors, quelles sont les modifications qui sont importantes dans le cadre de la nutrition et du métabolisme? C'est tout ce qui sont les polluants, les perturbateurs endocriniens, EDC, Endocrine Disrupting Chemicals. Bon, je ne vais pas beaucoup en parler là-dessus. Donc, avec des modèles de toxicologie qui ne sont pas du tout les modèles usuels de la toxicologie. C'est une toxicologie des petites doses et finalement des effets qui sont non linéaires. Bon. Des modifications également du microbiote intestinal. Alors, en deuxième partie de journée, on vous parlera des spécialistes du microbiote, et notamment le docteur Doré viendra vous parler du microbiote. C'est un sujet qui est tout à fait majeur aujourd'hui en nutrition, en métabolisme, dans les pathologies digestives, mais aussi dans les pathologies donc métaboliques, et notamment diabète et obésité. Qu'est-ce qu'on a également qui sont importants dans le cadre du UNL? C'est les modifications du process agro-industriel, hein, et notamment de la difficulté de tolérance de certains aliments, les problématiques en rapport avec le fer, la vitamine D et les anthropozoonoses d'origine humaine. Alors, il y a 2 exemples en hépato-gastro-entérologie. Je vous ai dit, je suis notamment hépato-gastro-entérologue. Alors, c'est le problème des sucres, mais je ne reviens pas sur le brillant exposé qui vous a été fait. Vous avez bien maintenant compris que les sucres modifiés, les fructoses, les HFSCS ont un rôle dans la survenue des stéatopathies. Alors, pour votre information, hein, aujourd'hui, les hépatologues, le premier sujet de l'hépatologie aujourd'hui, ce sont les stéatopathies métaboliques. Alors avant, c'était l'alcool, après, ça a été le virus, et maintenant, le sujet à la mode, parce que c'est important du fait de l'augmentation de la prévalence du diabète de type 2 et de l'obésité, ce sont les stéatoses, les stéatopathies, qui donnent ce qu'on appelle maintenant, alors les acronymes ont changé, hein. Donc avant on appelait NAFLD, alors depuis 2022-2023, les consortiums mondial des hépatogastro, ça s'appelle plus la NAFLD mais la MALSD. Alors MA c'est Metabolic Associated, et c'est plus la NASH, non alcoolique, mais la MASH, Metabolic Associated Steatohepatitis. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'était pas les syndromes n'étaient pas purs en fait, hein. Donc, et en fait c'est un problème métabolique avec le risque cardiaque dans le cadre des anomalies métaboliques, des stéatoses, des fibroses, etc. Et puis un deuxième point qui intéresse aussi les gastro-entérologues, c'est les troubles fonctionnels intestinaux, hein, IBS, et les modifications des céréales, et sans doute entendu parler des problématiques en rapport avec le gluten, et ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten non-cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, ou dysimmune en tout cas, de la paroi intestinale, non-cœliaque gluten sensitivity. Alors en fait, donc on a vu de plus en plus dans les consultations de nutrition et de gastro-entérologie ou de médecine générale, des patients qui se plaignent de troubles fonctionnels intestinaux et qui disent être améliorés par une restriction du gluten, c'est-à-dire des céréales, pour faire simple, du blé notamment, de l'alimentation. Alors en fait, ce que maintenant on tend à penser, c'est que ce n'est pas simplement le gluten, mais aussi d'autres facteurs qui sont présents dans les céréales de l'alimentation, les fructanes notamment, qui sont des glucides, et les ATI, en fait, qui sont utilisés par les industriels de l'agroalimentaire, d'après ce que j'ai compris, pour améliorer en fait les rendements des céréales, qui seraient plus probablement causales ou dans le cadre des symptômes digestifs présentés par ces patients, et qui expliquerait donc le fait que ces patients qui n'ont pas une nouvelle fois de maladie cœliaque, une authentique intolérance immunologique au gluten, sont améliorés au niveau de leurs symptômes. Alors, dans la problématique One Health, il y a également la problématique des risques alimentaires. Alors, je ne veux pas détailler spécifiquement tout ce que je vous ai mis là. C'est sûr qu'il y a des peurs culturelles, mais il y a surtout des risques, il y a un certain nombre de risques qui sont imaginés, d'autres risques qui sont réels. Alors, il y en a un qui est très important, qui est la première cause aujourd'hui d'hépatite aiguë, qui est l'hépatite E, et qui est clairement une zoonose, de contamination d'aliments avec le virus de l'hépatite E. On a également d'autres problématiques qui vous sont listées ici, que je vais pas détailler, la problématique des OGN. La problématique, alors on en parlera à la fin, c'est aussi un peu un sujet à la mode,
des aliments ultra transformés, alors qui sont clairement maintenant considérés comme étant faisant partie des facteurs de risque des grandes maladies civilisationnelles qu'on voit aujourd'hui en ère industrielle ou post-industrielle, hein, à savoir les maladies inflammatoires, notamment digestives, mais aussi rhumatologiques, mais surtout digestives, les maladies cardiovasculaires et probablement également un certain nombre de cancers fréquents. Alors, il faut bien savoir que ces facteurs généraux nutritionnels et métaboliques, quand on fait la part des facteurs de risque dans le cadre des maladies cardiovasculaires, donc première ou deuxième cause de mortalité dans les pays occidentaux notamment, eh bien, vous voyez qu'il reste extrêmement important. Vous voyez ici la compilation de ces facteurs de risque, l'évolution entre 1990 et 2019-2020, la pression artérielle, mais également l'alimentation au sens général, alors peut-être les glucides, mais pas que les glucides, hein, bien sûr, les sucres, l'hypercholestérolémie, et vous voyez que dans les facteurs plus spécifiquement, je dirais, nutritionnels, un des marqueurs les plus importants au niveau de l'épidémiologie de la nutrition, qui est l'indice de masse corporelle, je pense que vous connaissez, hein, le poids sur la taille au carré, eh bien, a vu son importance relative un petit peu remonter. Alors, concernant l'indice de masse corporelle, qui est finalement l'indicateur épidémiologique le plus simple en nutrition humaine, vous connaissez certainement tous la relation, je dirais, entre l'IMC et la mortalité, le risque relatif de mortalité. C'est tellement important que ça a été utilisé, ou ça a continué d'être utilisé par les compagnies d'assurance pour les primes à payer éventuellement en fonction du poids et la taille, donc le calcul de l'indice de masse corporelle chez les personnes. Et donc avec cette fameuse courbe en U ou en V. Alors, il faut bien savoir que cette relation, elle est vraie globalement, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, certainement de l'ethnie. Hein. La relation n'est pas tout à fait la même entre, par exemple, les populations caucasiennes, blanches, les populations d'origine africaine et les populations asiatiques. Parce que la corpulence, je dirais, osseuse, enfin la masse osseuse et la masse musculaire n'est pas la même, évidemment, entre ces trois types de populations. Autre facteur, ça c'est très important, hein, en médecine notamment, dont il faut tenir compte, c'est l'âge. Et notamment chez le sujet âgé, au-delà de 70 ans, il y a une déviation de la courbe, des relations de la courbe d'IMC vers la droite. Et on considère qu'aujourd'hui, c'est l'HAS, hein, suite à des groupes de travail 2020-2021, le seuil qui est plutôt d'IMC trop bas, on va considérer comme étant trop bas, qui est plutôt 18-19, on va dire, chez les sujets avant 70 ans, et au-delà de 20, 21, certains disent même 22, 23, chez ces patients. Alors, les maladies de la nutrition et du métabolisme, c'est très fréquent. Hein, pour un médecin, je vous ai listé ici toutes, enfin pas toutes, mais une bonne partie des pathologies dont on s'occupe. Alors en rouge, c'est plutôt la nutrition, je dirais, et en vert, c'est plutôt le métabolisme. Enfin, l'un étant lié évidemment à l'autre. Et donc, vous retrouvez un certain nombre de pathologies ici toutes fréquentes. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'hyperuricémie. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est plus trop à la mode en nutrition. Alors, c'est vrai que on traite les patients avec dysylurique, en gros, pour faire simple. Mais c'est vrai que la physiopathologie de l'hyperuricémie, de la goutte, c'est plus un sujet très à la mode. Contrairement, ce dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est très à la mode, les maladies hépatiques, les stéatopathies hépatiques, MASL et MASH. Bon. Alors un certain nombre de ces pathologies, on va en parler, mais globalement, finalement, quand on fait une overview, je dirais, générale de l'épidémiologie, vous avez 50% des personnes au monde, en France, en Europe, qui ont une pathologie de dysnutrition, je dirais, ou de malnutrition.
Donc à peu près 50% de la population. Alors essentiellement, bien sûr, des problèmes en rapport avec la surcharge pondérale et l'obésité et les pathologies qui en sont liées, et notamment le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une physiopathologie un petit peu différente, notamment parfois liée au sel, mais pas que. Et puis, il ne faut pas oublier, au niveau global de la population générale, l'importance de la malnutrition protéino-énergétique dans un certain nombre de pays, en rapport avec des problèmes d'accès aux ressources, éventuellement de conflits, des problèmes socio-économiques, alors qu'évidemment, dans nos pays, c'est plutôt chez les sujets âgés, en hospitalisation et dans certaines pathologies oncologiques. Alors, je vous ai mis ici, vous pouvez retenir ça, en population générale aujourd'hui. Alors, les chiffres sont un peu arrondis, peut-être arrondi à la limite supérieure, mais globalement, c'est le trend, la tendance. Le diabète de type 2, on est à près de 10% de la population. Ça a beaucoup augmenté. En fait, c'est un peu moins, c'est plutôt 8,5, mais on arrive dans certains pays bien plus, on va le voir tout à l'heure. Les problématiques en rapport avec la surcharge pondérale et surtout l'obésité et le syndrome métabolique sont importants. 20%, un petit peu moins pour l'obésité en France aujourd'hui. En fait, c'était 17% d'après le dernier chiffre. La surcharge pondérale, 30%. Donc, vous avez déjà la moitié de la population, avec un IMC au-delà de 25. Les troubles, disons, addictifs et les troubles du comportement alimentaire, en fonction de l'âge et du sexe, on peut arriver à des prévalences très élevées. Et puis, là, les problèmes de dénutrition dans les pathologies chroniques, environ 5%, 2 à 3 millions de personnes. Alors, il faut savoir, ça c'est très intéressant dans le cadre aussi du One Health, c'est une carte de France et des départements d'outre-mer, qu'il y a une grande disparité géographique d'un certain nombre de ces pathologies. Je vous ai mis ici celle du diabète de type 2, donc près de 10% de la population. Eh bien, vous voyez que notamment dans le nord et dans l'est de la France, vous avez des prévalences qui sont très élevées. Globalement, vous savez sans doute, il faut retenir que c'est corrélé au niveau socio-économique. Bon, la malbouffe, l'alimentation considérée comme étant saine d'après les études épidémiologiques, étant, je dirais, plus onéreuse pour les personnes. Donc c'est un des facteurs qui explique ça. Et vous savez aussi que dans les inégalités territoriales sanitaires évidentes, dans les pays, dans les départements d'outre-mer, eh bien, la prévalence du diabète, c'est vrai aussi pour l'obésité, est franchement plus élevée qu'en métropole. Donc, il y a une pandémie du diabète dans le monde entier. Donc, maintenant, près d'une personne sur 10, une personne sur 11, et un sous-diagnostic. Donc, quand vous prenez une carte mondiale de la prévalence du diabète de type 2, donc de l'hyperglycémie chronique avec le risque de complications, je ne vais pas faire ici un cours de médecine spécifique, eh bien, on est sur des chiffres actuels et de projection qui sont extrêmement importants. Et vous voyez que l'Europe n'est pas le plus atteint. Vous avez un certain nombre de pays, évidemment l'Amérique du Nord, mais certains pays également du Moyen-Orient, pour lesquels la problématique de la diabétologie est importante, ce qui explique d'ailleurs que dans les grandes revues anglo-saxonnes, les études cliniques, il y en a de plus en plus qui paraissent type New England, etc., dans le cadre de ces pathologies métaboliques, bien, vous en avez presque toutes les semaines, parce que c'est un problème de santé publique absolument majeur, notamment en Amérique du Nord. Alors, c'est aussi un problème qui va certainement augmenter avec l'augmentation de l'espérance de vie. Vous voyez que le diabète de type 2, ça c'est des chiffres de 2015 de l'assurance maladie, eh bien, augmente avec l'âge. Donc, c'est un sujet qui est important à connaître. Alors, je ne vais pas faire de la thérapeutique ici, parce que ce n'est pas trop l'objet, mais c'est quand même intéressant de voir que cette pathologie étant fréquente, pour des raisons multiples, notamment de l'alimentation, bon, évidemment, mais pas que, de la sédentarité, eh bien, quand moi j'étais étudiant, le diabète, on avait l'insuline, évidemment,
différents types d'insuline. On avait la metformine, qui reste qui agit notamment au niveau du foie, qui reste un médicament majeur, hein, évidemment, pour le traitement du diabète. Et puis, on avait les sulfamides hypoglycémiants. Vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, on a, avec des mécanismes d'action qui sont très variables, que je ne vais pas détailler ici, hein, agissant sur le pancréas, bon, évidemment, agissant au niveau intestinal, agissant au niveau hépatique, agissant au niveau musculaire, tissu adipeux, etc. Donc, d'un nombre de produits, de ciblage, je dirais, de physiopathologie, qui ne sont pas toujours bien investigués sur une personne donnée, mais qui est très important, et notamment, hein, on en parle de plus en plus, et on en dira un petit mot tout à l'heure pour les problématiques de l'obésité, hein, des médicaments qui agissent avec une action dite incrétine, donc pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors, le fait la transition sur l'autre pathologie également fréquente et liée évidemment au diabète de type 2, qui est l'obésité, la surcharge pondérale, dont la physiopathologie, qu'on ne va pas détailler ici, est très très complexe, en partie connue simplement. Et je présente cette diapo parce qu'elle est intéressante, je pense, pour vous, pour nous tous, qui nous montre des modifications finalement de la composition corporelle, notamment en fonction de l'âge. Et ce qu'on peut voir, c'est que chez ces patients notamment, on a une accumulation, je dirais, de tissus adipeux, donc une lipogénèse, et des cellules accumulant des triglycérides dans des organes qui ne devraient pas en avoir, en tout cas, en aussi grande quantité. Alors, ceci est vrai pour le foie. Bon, on a parlé des stéatopathies, un gros problème aujourd'hui, du pancréas, surtout du tissu adipeux dit viscéral, c'est-à-dire abdominal, au niveau des muscles, notamment. C'est vrai aussi au niveau du muscle épicardique, etc. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, les études d'épidémiologie de la prévalence de l'obésité en France nous montrent une augmentation qui est constante. Hein. Donc les dernières études, c'est donc un peu moins de 20%, 17% en 2020. Alors la France n'est pas n'est pas le pays où la prévalence est la plus élevée. Hein. Évidemment, les chiffres sont pratiquement 2 fois supérieurs dans un certain nombre de pays anglo-saxons. Et donc quand vous faites une carte de la prévalence de l'obésité, alors l'obésité est donc définie là par l'IMC, 30, on peut toujours discuter sur ce seuil de 30, mais bon, c'est ce qui est retenu et le plus simple au niveau épidémiologique. Vous avez une carte logique qui est à peu près la même que celle du diabète de type 2, donc plus fréquent dans les régions de l'Est et tout particulièrement dans les régions du nord de la France. Et donc finalement, on est dans le cadre d'une pandémie mondiale. Alors pandémie, attention, c'est bien, on n'est pas dans le Covid, c'est pas de maladie infectieuse, quoique. Mais bon, en première approximation, non, c'est pas de maladie infectieuse, c'est une maladie métabolique, de causes génético-socio-environnementales très compliquées. Vous voyez que, pratiquement toute la planète est atteinte, et pas simplement l'Amérique du Nord, le Mexique, la Chine, etc. Alors, ça a des incidences quand même dans d'autres pathologies importantes et fréquentes au niveau mondial. Je vous ai mis ici, c'est les travaux du CIRC, alors, qui est à Lyon, alors, qui est un centre d'études épidémiologiques de recherche sur le cancer, donc sur la part attribuable d'un certain nombre de facteurs du mode de vie et donc de l'environnement. Nouvelle fois, on est dans le wellness en France. Alors bien sûr, le tabac n'est bon pour rien. On discute parfois sur l'alcool, sur peut-être un effet bénéfique ambigu, je dirais, au niveau cardiovasculaire, mais le tabac, c'est bon pour rien. Ça, c'est clair. Et en tout cas, c'est bien sûr le premier facteur de cancer. Mais à côté, l'alcool,
Et puis, les problèmes de suralimentation, de surpoids, d'obésité sont des facteurs de risque clairs. Et vous voyez qu'ils sont assez importants hein, dans l'échelle des risques attribuables au nombre de cancers d'après les études du CIRC. Et donc ça a une incidence aussi sur pas simplement sur l'incidence, mais sur la mortalité. Hein. Alors là, c'est une diapo d'une méta-analyse, en fait, hein, publiée il y a quelques années. Bon, là, c'est uniquement les cancers chez les femmes. Mais vous voyez que, eh bien, pour ces cancers, notamment les cancers du sein, les cancers de l'utérus, etc., globalement, plus l'IMC, plus la mortalité par cancer augmente. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que les diagnostics sont plus difficiles. La deuxième, c'est que les traitements sont plus difficiles, à la fois pour la chirurgie, bien sûr, mais aussi pour les traitements de chimiothérapie, l'ajustement des doses, etc. Bon. Alors, comment on prend en charge l'obésité? Alors, bien sûr, il y a la diététique, l'activité physique, mais vous savez qu'aujourd'hui, les chirurgiens... alors, c'est mes collègues, hein, moi je vous ai dit, je suis gastro-entérologue, donc j'aime beaucoup les chirurgiens digestifs. Hein. Mais en beaucoup d'imagination. Donc, cette plaque-là vous résume quelques-unes des interventions qui sont utilisées. Et les plus communes, hein, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, la tubulisation gastrique, et les bypass. Alors, il y a deux types de bypass. Bon, peu importe, je ne rentre pas dans les détails pour vous. Mais quelque part, vous vous dites, l'obésité, c'est une pathologie d'origine multifactorielle. Il y a des parts génétiques, il y a une part sociale, psychologique, etc. À traiter par la chirurgie, c'est quand même une drôle d'idée, finalement. Bien que ça marche. Mais c'est quand même une drôle d'idée. Bon, alors, bonne nouvelle, ou pas, je ne sais pas. Si vous avez suivi l'affaire, depuis quelques années, de nouveaux traitements arrivent. Alors, il y a un pipeline, comme on dit, très important, qui est proche de traitements utilisés aussi pour le diabète de type 2, mais qui cible les tubes digestifs par les incrétines, hein, les analogues du GLP-1, qui cible le foie, enfin une action au niveau du foie, mais qui cible aussi le comportement alimentaire. Donc c'est bon, voilà. Peut-être que ça va remplacer, ou peut-être pas, on verra, en partie, la chirurgie qui est efficace, mais qui est quand même étonnant d'un point de vue, je dirais, de réflexion pour traiter ce type de problème. Bon, toujours est-il que les prises en charge thérapeutiques en nutrition, métabolisme, eh bien, bon, c'est la diététique, l'alimentation, bien sûr. C'est l'activité physique, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les modifications thérapeutiques du mode de vie. Globalement, il faut retenir que en nutrition, métabolisme, diabéto, etc., sont toujours indispensables. Toujours indispensables. Okay, et c'est vrai aussi pour les dyslipidémies, hein, l'augmentation du cholestérol, par exemple. La prise en charge psychosociale est souvent utile. La chirurgie, ben oui, pourquoi pas, elle est utilisable pour l'obésité et sans doute aussi pour certaines formes de diabète. Et puis, bon, des médicaments et puis de la nutrition thérapeutique. Alors ça, c'est une plaque que j'ai prise de la revue Circulation, hein, qui est une des grandes revues de la cardiologie hein, au niveau mondial. Qui avait fait le point sur, je dirais, diététique et alimentation et la maladie cardiovasculaire. Alors, globalement, hein, je ne vais pas la détailler, mais c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, l'alimentation méditerranéenne, okay, au régime crétois, qui privilégie plutôt les aliments d'origine végétale par rapport aux aliments d'origine animale. Alors, dans le cas du One Health, c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que vous savez sans doute que les productions animales sont très coûteuses en énergie. Donc, si elles sont coûteuses en énergie, elles augmentent plus les gaz à effet de serre, hein, donc la production de gaz carbonique. Hein. Donc, on peut considérer, alors c'est difficile à démontrer, hein, que c'est aussi bon pour la planète. Bon, toujours est-il que si on a une échelle plus, je dirais, médicale, c'est ce qu'on essaie de préconiser pour les maladies cardiovasculaires, prévention notamment, mais aussi pour les pathologies inflammatoires. Il y a toute une tendance dans les maladies inflammatoires digestives, un type maladie Crohn, hein, pour un régime anti-inflammatoire. Donc c'est quelque chose qui est assez sérieux en fait. Hein. Il y a des données, mais aussi pour les cancers. Alors, une des autres pathologies pour lesquelles qu'on s'intéresse, pour lesquelles les gens de la nutrition s'intéressent, sont les troubles du comportement alimentaire. Je vous ai mis ici, hein, pour rappel,
les principaux troubles des comportements alimentaires. Le plus classique et le plus grave, finalement, c'est l'anorexie mentale restrictive et les risques de dénutrition. À côté, vous avez les boulimies, pour lesquelles il y a des compensations avec des purges, vomissements notamment, et laxatifs. Mais les BMI sont absolument normales. Et puis, dans le cadre de l'obésité, il faut toujours chercher. Je l'ai dit, il y a une part psychologique qui est très importante chez les gens qui ont une surcharge pondérale. C'est vrai aussi pour le diabète. Des hyperphagies boulimiques. Donc, c'est une prise en charge addictologique particulière et évidemment importante chez ces patients. Et donc, en fait, les gens de la nutrition sont toujours doivent être en contact avec les psychiatres ou les psychologues. Et pour votre information, hein, le manuel américain, en fait mondial, du diagnostic des troubles psychologiques et psychiatriques, de DSM-5, dernière révision en 2013, met en exergue un certain nombre de eating disorders, c'est-à-dire de troubles du comportement alimentaire. Donc il y a les 3 principaux, et puis un certain nombre d'autres que les spécialistes voient avec des intolérances alimentaires, des comportements alimentaires problématiques, etc. Bon. Donc c'est quelque chose qui est fréquent, qui a plutôt tendance à augmenter, qui est finalement assez peu connu, parce qu'il faut vraiment interroger les gens, les patients, pour pouvoir avoir une notion de ça. Et donc évidemment, dans le cadre de toutes les pathologies nutritionnelles, hein, c'est extrêmement important à prendre en compte. Et par exemple, pour le diabète, c'est très important. Hein, comme par exemple, pour le diabète de type 1, alors le diabète de type 1, ce n'est pas une maladie nutritionnelle, hein, c'est une maladie immunologique, mais il y a très fréquemment quand même des problématiques métaboliques nutritionnelles associées. Alors, la dernière, c'est un peu ma spécialité aussi, autre pathologie importante qu'il faut quand même connaître dans le cadre je dirais de la médecine en général, c'est les problématiques de la dénutrition. Donc c'est moins fréquent. Je vous ai dit 5%, on dit 2 à 3 millions de personnes. Alors c'est surtout les personnes âgées, hospitalisées, des pathologies graves de type oncologie. Alors maintenant, depuis assez peu finalement, hein, on a des critères qui sont importants, qu'il faut connaître sur la dénutrition, lié à l'indice de masse corporelle et à une cause, je dirais, identifiable de problématiques nutritionnelles. Il faut savoir que les problématiques de dénutrition augmentent la morbidité et les complications. Alors c'est clair pour la chirurgie. Ça, c'est absolument évident parce qu'il y a des troubles de la cicatrisation. Ça, tous les chirurgiens le savent bien. Mais c'est également une cause d'immunodépression. Alors, rappelez-vous la première diapositive là, sur comment dire, la compilation en ère pré-industrielle. Hein. Il y a un rapport entre je dirais, les famines, dénutrition et puis risque infectieux, enfin, c'est une chose qui est bien connue. Hein. C'est la première cause d'immunodépression au niveau mondial, bien avant les médicaments et le VIH, par exemple. Et puis sinon, évidemment, des problèmes au niveau de la masse musculaire. Alors, il y a une chose qui est importante et qui est assez nouvelle maintenant et qui commence à arriver pas simplement dans les spécialistes de l'agroalimentaire ou de la diététique, qui est les classifications, des nouvelles classifications des aliments. Et la classification a été proposée par M. Monteiro, qui est un épidémiologiste, un médecin de santé publique, je crois, brésilien en 2016, qui travaille ou qui a travaillé à la FAO et sans doute aussi à l'OMS. Une classification des aliments, donc 1, 2, 3, 4. Et la focalisation aujourd'hui d'un peu de tout le monde, et notamment des nutritionnistes, c'est le groupe 4, qu'on appelle les aliments ultra transformés, dont la définition vous est indiquée sur cette diapositive. Et clairement, maintenant, on a beaucoup d'études qui montrent que ça augmente le risque de cancer, des cancers usuels, c'est-à-dire les adénocarcinomes, et les cancers digestifs notamment, hein, bon, pas que, mais notamment digestifs, les maladies inflammatoires, particulièrement les MICI, type Crohn, et les troubles métaboliques. Il faut savoir que
ces AUT, c'est un tiers des calories consommées en France, et que si vous allez en Amérique du Nord, aux États-Unis, vous avez les 2 tiers des calories qui sont consommées sous forme, si je puis dire, initiale, d'aliments ultra transformés. C'est ce qu'on vous voit ici. Donc en fonction des pays. Donc c'est quand même interrogeant. Et une nouvelle fois, en épidémiologie, il y a une association. C'est pas pour ça qu'il y a obligatoirement une causalité. Ok ? Il faut, je dirais, corroborer ça avec des études, je dirais animales ou in vitro, etc. Bon. Toujours est-il que les méta-analyses, alors là c'est des travaux faits par l'équipe de Mathilde Touvier, alors qui est la personne qui a la chaire de santé publique là, cette année au Collège de France, qui travaille à l'INRA, je crois, enfin ou à l'INSERM, je ne sais plus. Bon bref, qui travaille beaucoup donc sur cette thématique. Et donc là, je vous l'ai mis une diapo pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Mais enfin, on commence aussi à avoir des données à peu près identiques pour les 2 autres grandes pathologies qu'on voit en médecine occidentale notamment, sinon les maladies inflammatoires et les cancers. Donc une augmentation claire du risque avec des éléments de physiopathologie que vous pourrez trouver si vous êtes intéressé en lisant cette mise au point dans le British Medical Journal, publié donc il y a quelques mois. Alors pour terminer, en France, alors moi j'ai pas de lien d'intérêt avec le PNNS ou avec le Nutri-Score, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Et quand vous allez faire vos courses, c'est quelque chose que vous pourrez voir. Alors pas sur tout, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais donc le PNNS a été mis en place dans la loi de santé publique de 2004. Le professeur Herberg travaille à Sorbonne Paris-Nord. Vous travaillez à Sorbonne Paris-Nord. Donc c'est des repères de consommation d'une alimentation considérée comme étant plus saine, et donc pour diminuer les risques de toutes ces pathologies de civilisation. Et donc, vous savez sans doute que un certain nombre d'aliments proposés par les industriels de l'agroalimentaire, une nouvelle fois, ce n'est pas obligatoire, et vous savez sans doute que c'est l'objet de débats et de polémiques, notamment au niveau politique. Ce qu'on considère, c'est que dans une catégorie d'aliments donnés, il est plutôt mieux, d'un point de vue de la santé globale, de privilégier les aliments qui ont une bonne note, on va dire. Donc A, très bien, bon voilà, B, bien, par rapport à d'autres aliments. Alors actuellement, ils essayent de l'implémenter au niveau européen. Et si vous suivez les journaux, vous savez qu'il y a un pays qui nous est proche pourtant, qui est l'Italie, qui pour diverses raisons, qui sont des raisons liées à leur économie ou liées à la politique certainement, fait de la résistance contre ce système de scorage qui n'est certainement pas parfait, qui d'ailleurs va être modifié, notamment, si j'ai bien compris, va tenir compte des aliments ultra-transformés, ce que Mme Touvier nous a dit récemment. Et donc, je crois que pour vous, en tant que praticien, futur praticien, etc., c'est important de connaître ça. Voilà, merci. Et Pascal, je tiens à vous remercier car non seulement on peut en tirer un certain nombre de remarques, je dirais là déjà, c'est simplement que la connaissance métabolique permet, et de loin, d'approcher les problèmes de santé publique que l'on peut avoir ensuite. Et Pascal, comment, de quelle manière tout ceci s'intègre dans One Health. D'ailleurs, une de mes premières questions était le Nutri-Score, bien entendu, ça se comprend bien. C'est aussi par rapport à des problèmes sociaux au niveau des agriculteurs, de l'élevage, comment, en définitive, le fait de préconiser éventuellement telle ou telle forme d'alimentation peut entraîner
là encore, au niveau économique, un certain nombre de perturbations, ne serait-ce que il y avait à peu près un mois, vous aviez votre conférence et il y avait en même temps la grève justement des agriculteurs qui se trouvaient là, et avec les céréaliers, etc. Donc, tout ceci pour bien montrer dans quel monde nous vivons. J'aurais une question, peut-être après on donnera la parole, si vous voulez bien, certainement, certains d'entre vous ont peut-être des questions, du moins je l'espère. La première, c'est quelle information, je dirais, claire, est-elle faite aux consommateurs, aux citoyens, par rapport aux notions? Parce que lorsque l'on est avec vous, on se pose presque la question, est-ce que je me mets demain en régime méditerranéen, crétois, etc., etc. C'est-à-dire comment et de quelle manière vous-même, en tant qu'agronome, en étant prof de médecine quand tu es, vous partagez l'information avec le public, hormis bien sûr avec ces conférences qui sont ouvertes. Pascal. Ça dépend de quel public on parle. De tous les publics, je parle. Un médecin, je pense qu'ici, là, tout le monde est futur médecin, j'ai bien compris que c'est... Oui. Voilà. Il voit des patients, il voit ou des gens qui viennent pour des conseils aussi. Et donc là, il y a un biais fatal lié à la consultation, des gens qui accèdent à la consultation, d'autant plus que c'est éventuellement des spécialistes. Quoique, en fait, ces problématiques de nutrition ou d'alimentation, c'est pas quelque chose uniquement pour les endocrinologues, je parle des médecins uniquement là, pour les endocrinologues ou pour les gastro-entérologues, mais c'est finalement un problème de médecine générale. On est bien d'accord. Et donc, mais dans le temps court de la consultation, il y a la possibilité de donner quelques messages rapides qui sont de toute façon déjà véhiculés dans les médias. Alors, ça peut être approfondi, évidemment, quand la personne a un problème particulier, qui va avoir ce qu'on appelle un hôpital de jour, voire une hospitalisation, où un certain nombre d'acteurs peuvent... le patient peut rencontrer un certain nombre d'acteurs, des diététiciens, par exemple. C'est vrai, par exemple, en diabétologie, ça c'est sûr. Également des personnes impliquées dans l'activité physique adaptée, comme on dit maintenant. Bon, alors il y a aussi des choses en dehors de l'hôpital, bien sûr. Mais c'est finalement une clientèle, si je puis dire, un peu captive. Donc en fait, le médecin, c'est en fonction de ce qu'il voit. Alors il y a une chose qui est bien connue en nutrition, par exemple, mais pas que. C'est que tous ces messages, je dirais globalement, le végétal et les produits de la mer, pour faire simple, c'est mieux que l'animal, et voilà, globalement. Hein, bon. Mais c'est des messages qui sont très socialement connotés, c'est-à-dire que, alors ça a été publié dans les années 70 dans le Lancet, on ne rappelle plus le nom de l'auteur, mais qui nous dit que, en gros, les messages de la santé publique atteignent et ont un avis, une audition favorable par des gens qui sont déjà sensibilisés. Absolument. Et que, oui, et on le voit bien que pour ce qui concerne la malbouffe, d'une alimentation non saine, trop riche en graisse, en sucre, etc., eh bien, elle est moins chère. C'est des alimentations qui sont plus denses. Et globalement, ce sont les populations les plus défavorisées qui devraient avoir accès, au message et accès à les modifications de comportement, mais qui, pour diverses raisons, qui sont des raisons économiques ou sociales et pas que psychologiques, ne l'ont pas. On voit, quand vous avez vu, je vous avais montré la carte là, en France pour le diabète et l'obésité. C'est assez... On pourrait faire la même carte, là je ne l'ai pas, mais sur l'Île-de-France. En gros, entre le 78, ça dépend où le 78 est un département qui est hétérogène, mais ou le 92, bien sûr, et le 93, c'est pas pareil.
Et on voit bien sur l'offre de soins, par exemple à la PHP, moi je suis médecin de la santé publique, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je m'occupais de tous les SDF de Paris qui se retrouvaient bien souvent à la maison de Nanterre. Nous avions des pourcentages de population ayant le diabète de type 2 absolument important, l'hypertension artérielle. En fait, ils cumulaient en définitive toutes ces pathologies. Et c'est vrai que, oui. Il y a un autre point aussi, bon, je ne peux pas parler de tout, mais qui est quand même important. C'est les pathologies psychiatriques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux psychotropes, des nouveaux neuroleptiques. Ils sont extrêmement pourvoyeurs de diabète et d'obésité. Ça, c'est assez incroyable. Hein. Ça, c'est un vrai souci. Alors, ça améliore les personnes, ça améliore les personnes, mais c'est un vrai problème, ça. Et qui est complètement négligé, parce que, mais il y a le problème de la psychiatrie en France, qui, vous savez, est très problématique, et de ses patients. Voilà. En tout cas, merci Pascal. Oui, je t'en prie, Dalila. Oui, je crois que mon micro très est proche. Ouais. Je n'ai pas peur de faire avancer cette chose. Oui, juste pour compléter en termes de diffusion d'informations, c'est vrai que la nutrition est une science complexe qui fait intervenir différents acteurs. Il est important par conséquent, bien sûr, de former les différents acteurs du domaine dans ces domaines et de les sensibiliser aux conséquences de la nutrition en termes de santé. Bon, c'est vrai que pour les agronomes, ces questions-là, on les enseigne. Ce sont les futurs acteurs du monde de l'industrie agroalimentaire, mais pas que, aussi des agences de recommandation, des organismes internationaux, etc. Et par ailleurs, nous-mêmes, scientifiques, enseignants et scientifiques, eh bien, nous faisons partie de ces comités d'experts, de réflexion autour de ces questions. Mais on découvre que finalement, même si c'est des choses très anciennes, on a parlé de Claude Bernard, on a parlé de Lavoisier avec la calorimétrie, c'est des choses qu'on a l'impression qui sont connues. Mais finalement, vous voyez, le fructose, par exemple, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle on s'intéresse depuis une dizaine d'années. C'est tout. Donc on continue à découvrir, et de la même manière, l'alimentation végétale, la végétalisation de l'alimentation, quelles conséquences pour la santé. La viande, c'est surtout des protéines, il n'y a pas de glucides. La végétalisation de l'alimentation, ça implique manger plus de glucides. Quelles conséquences pour la santé, du déséquilibre en acides aminés, etc. Donc on sait que les populations dans le monde qui consomment beaucoup de céréales, présente quand même des problèmes de malnutrition, d'apport, des retards de croissance, notamment. Donc il y a différentes questions qui ne sont pas résolues, on ne sait pas tout. On continue à chercher, à comprendre ce qui se passe dans le corps humain et cette relation complexe, non seulement métabolique, physiologique, physiopathologique, mais aussi psychologique. Et l'homme est complexe de par aussi son histoire alimentaire, toutes nos influences, nos seuils de détection, nos envies, etc. En tout cas, vous signez tous les deux la nature multidisciplinaire. Oui. Et donc, cette information ne peut être que dans ce sens-là. Et comme tu le disais, le fait d'appartenir au niveau de l'État, au niveau de la santé publique, et des organisations, y compris internationales, ça a été montré tout à l'heure avec la FAO et tout cela, on peut peut-être espérer que tous ces éléments-là soient bien intégrés. Est-ce que quelqu'un, je suis persuadé parmi vous, il y en a un ou une qui voudrait prendre la parole? N'hésitez pas, c'est l'intérêt. Tiens, ici, il y a un. Ensuite, il y en aura sur la gauche. Alors, bonjour. Moi, j'aurais une petite question, en fait. Est-ce que le lien entre, par exemple, l'hyperglycémie chronique, donc un diabète, et la capacité du corps à absorber le glucose au niveau intestinal a été étudié?
et pour savoir en fait si avec une hyperglycémie chronique, on diminue la sensibilité, donc peut-être je fais peut-être une hypothèse, mais par une diminution de production de LGLT1 ou de GLUT2, par exemple. Alors, Il faut répondre à la question. L'hyperglycémie chronique et l'absorption. Il est clair que de toute façon, plus on mange de sucre, plus on mange de glucose, plus on en a dans la circulation sanguine. Et après, tout s'auto-entretient. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez évoqué le GLUT2. Le GLUT2 est exprimé dans le pancréas. Dans le pancréas, dans le foie et dans les membranes basolatérales de l'intestin. Donc finalement, plus on mange de glucose, plus il est transporté dans la circulation sanguine, plus le pancréas et les cellules bêta pancréatiques vont le détecter, plus ils vont sécréter d'insuline, et plus le foie va le capter, puisque le GLUT2 est tout le temps sur la membrane plasmique, lui n'est pas régulé. Donc plus il y en a dans la circulation, plus la cellule va l'utiliser. Donc la répétition de ces événements chroniques est probablement responsable des mécanismes que l'on appelle glucotoxicité. Il y a un mécanisme de glucotoxicité qui va faire en sorte finalement que les cellules vont répondre de moins en moins au glucose et vont être sensibles de moins en moins au glucose. Et c'est bien ce qu'on incrimine dans la genèse, enfin en partie dans la genèse du diabète de type 2. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu une théorie, mais je pense qu'elle est infirmée, une théorie intestinale du diabète, ouais. D'hyperabsorption, etc. C'est probablement pas exact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que l'hyperglycémie impacte une fois qu'elle est présente, quoi. Donc, en fait, quand on dit hyperglycémie, on dit a priori diabète. On ne va pas discuter ici du seuil. Bon. Est-ce que ça impacte sur l'absorption intestinale? Je ne pense pas. Et dernier point, oui, à un moment, enfin, les gens deviennent diabétiques quand ils ont épuisé leur pancréas, en fait, finalement. Enfin, leur capacité de sécrétion par les cellules bêta d'insuline, et ceci en présence d'une résistance à l'action de l'insuline, qui est quand même le point de base, je dirais. Et ça, notamment parce qu'il y a une surcharge pondérale ou une mauvaise génétique, ou je ne sais pas quoi. Mais ce qu'il faut savoir, les diabétologues, je me rappelle de ce que nous disait le professeur Slama, qui travaillait à l'Hôtel-Dieu, un grand centre de diabétologie maintenant transféré à Cochin. C'est pour les diabétiques, ceux qui sont déjà diabétiques, le problème, ce n'est pas le sucre, mais ce sont il disait tout ça, il disait ça. Le problème, ce n'est pas le sucre, mais ce sont les lipides. C'est les gens qui sont déjà diabétiques. Vous voyez. Donc, parce qu'en fait, il y a avant de le devenir, puis quand on l'est, et après, donc c'est irréversible, sachant que, comme vous savez sans doute, à peu près une fois sur deux, en fonction du temps, les modifications dites thérapeutiques du mode de vie, les MTMV, ce qu'on appelait avant les règles hygiéno-diététiques, peuvent être suffisants pour normaliser la glycémie et les anomalies métaboliques chez le diabétique de type 2. Une fois sur deux, oui. Voire plus, à fonction de l'âge, il y a besoin de médicaments, voire d'insuline, etc. Une dernière question, je vous vois. Non? Bien, bien, bien. Donc, peut-être vous dire, déjà remercier, et il y a de quoi faire, là, autant Pascal, n'est-ce pas, que Dalila, si vous voulez bien. Et vous dire que si vous voulez noter en définitive votre présence, Cordo va monter et va la noter. Pour ceux qui veulent rester, qui se sont inscrits pour la deuxième séance, puisqu'on va parler du microbiote en particulier, et donc tous ces éléments-là peuvent avoir rapport. Ceux qui ne se sont pas inscrits, bien sûr que ça a rapport. Comment dire, ceux qui ne sont pas inscrits, on noterait les noms dans ce cas-là et on les proposerait à l'administration. Donc voilà, si vous voulez bien, vous avez 10 minutes, un quart d'heure avant de reprendre. En tout cas, merci. Parce que...